Les gars, ce soir dans l'after, je vous propose un truc pour la première fois, sans doute un dimanche soir. On va démarrer par autre chose que par la Ligue 1. Alors déjà pour deux raisons. Un, parce que le match Barcelone-Madrid était en clair, en gratuit, sur la chaîne de l'équipe, en l'occurrence, à 20h, et qu'il était magnifique. Deuxième raison. Alors qu'en face, il est aussi sur RMC d'ailleurs, alors qu'en face, on avait un match de Ligue 1 un peu attendu, un peu bof, qui a sans doute été regardé par moins de monde mécaniquement, puisque les abonnés de DAZN sont forcément moins nombreux que ceux qui ont pu regarder le match gratuit. Déjà qu'un match de ce niveau-là soit gratuit Real à la télé et Barça. française, ça devait faire des années que ça n'était plus le cas. Ouais. Que l'opportunité soit donnée à des téléspectateurs Real Barça gratuit, français de voir un tel match gratuitement, je crois qu'il faut remonter, il faut aller vers une finale de Ligue des Champions, qui historiquement est toujours un match gratuit, mais sinon, il n'y a pas. Donc, c'était une sorte de cadeau et j'aimerais savoir envers les audiences demain. Il n'y a peut-être même jamais eu de Barça-Real en clair. En gratuit ? En gratuit. Sauf, peut-être tu as raison, parce que même en Ligue des Champions, si ça n'a pas été en finale, ça ne pouvait pas être gratos, tu as raison. Peut-être TF1 à une époque ? Mais je vois pas, il passait pas ces matchs-là, non, à l'époque. Non. Edgar Grolot est avec nous, correspondant d'RMC à Madrid. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut messieurs, salut tout le monde. Alors, 5-2. Alors, il y en a eu dans l'histoire des Real Barça des scores de fou, évidemment. Il y a même eu, je crois, en 2018, le Barça qui en a mis 4 au Real. Mais enfin, là, ce soir, on a vu un match dingue, avec un scénario dingue, avec. Enfin, je veux dire, là, les afters espagnols ce soir vont se régaler parce qu'ils peuvent y aller pendant 3 heures. Il y a 1000 choses à analyser. On a déjà vu des scores de ce genre-là. Là, il y a quand même. Alors, d'abord, on sait à quel point. À chaque point, tous ces matchs et tous ces scores sont décortiqués en Espagne et surtout, ça fait 2 dans la même saison, à quelques mois d'intervalle. Et donc, forcément, ça va être évidemment très mal perçu au Real. En Liga aussi je veux vite savoir, dès que ça va tomber, Edgar, les réactions des premiers médias madrilènes pour savoir comment ils vivent cette défaite qui ressemble à une énorme claque, encore une fois. Oui, bien sûr. Déjà, côté catalan, on se dit que ça peut être peut-être un point de bascule de la saison. C'est ce qu'écrit Mundo Deportivo, par exemple. Et côté madrilène, en fait, c'est dur de désigner un seul coupable ce soir au niveau des joueurs parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est finalement le match de Kylian Mbappé qui, lui, est bon. Donc là, le coupable ce soir, c'est clairement Carlo Ancelotti pour la plupart des médias parce que ça fait 2 fois quand même qu'il est surclassé par Hansi Flick. Ça fait 2 fois que son équipe est absolument surclassée. Et j'aime bien la formule qu'utilise Marca qui dit que sur les 2 matchs, il y a une équipe qui mord et il y a une équipe qui la regarde. Et c'est le sentiment aussi qu'on avait la majorité du match ce soir, c'est que tu as une équipe qui fait des vagues et des vagues et des vagues d'attaques et l'autre en face ne réagit pas. Il y avait des séquences où Vinicius et les autres attaquants ne revenaient pas défendre. Il y avait des séquences où on voyait des joueurs marcher alors qu'en face, ils étaient morts de faim à 5-2 à la 90e alors qu'il n'y avait plus rien à jouer. Et il y avait clairement... collectivement une différence de niveau entre les 2 équipes sur les 2 matchs, puisqu'on rappelle que le Real est devant le Barça en championnat, mais sur les 2 matchs, il n'y a pas photo. Et se prendre 2 claques comme ça dans la même saison, non seulement ce classico est à nouveau historique, mais 2 classicos comme ça historiques dans la même saison, ça fait très mal au crâne. Alors, puisque tu parlais, Edgar, du collectif et des choix d'Ancelotti, parlons de l'audace qu'il a a priori de tenter quelque chose avec, on va dire, un quatuor offensif, si on intègre Bellingham à ce quatuor offensif et qu'on dit qu'il est plus offensif que défensif, même s'il est un peu capable de tout faire et que selon la sauce à laquelle on le met, il est évidemment capable d'être dans un milieu. Mais là, ça faisait plus 4-2-3-1. Une compo... qui face à un collectif comme le Barça avec son milieu à 3 où ils vont essayer de garder le ballon et où techniquement ça va être d'une grande justesse, ils ont les moyens de morfler. On pouvait très bien envisager quelque chose avec un milieu un peu plus renforcé du côté du Real. Le problème de ce milieu du Real, c'est que techniquement il est large en dessous de celui qui est en face, je trouve. Et qu'il s'est fait... alors oui, Flo a raison quand il dit ils ont été d'une terrible efficacité, c'est-à-dire qu'à chaque attaque où ils passaient, ça faisait but. Mais quand tu as des joueurs de cette qualité-là, sur l'égalisation de Yamal, sur ensuite ce qu'on voit des attaques, le festival Rafinha, oui, mais c'est... Oui, ok, tu es efficace. Mais de toute façon, quand tu as des joueurs de cette qualité, c'est globalement ça le résultat. C'est qu'à chaque fois que tu viens près du but,
Si j'essaye un parallèle, mais alors à 10 000 km, je ne sais pas combien de kilomètres il faut mettre, mais Saint-Etienne ce soir, dans la surface du PSG, ils sont souvent rentrés dans la surface. Sauf que quand tu n'as pas la technique, quand tu n'as pas le dernier geste, la dernière passe, le mec capable de faire la frappe, enfin tout ce que tu veux, bah, tu marques pas et tu te retrouves à 0,18 d'expected goal, alors que le Barça, ça donne tout autre chose. Bon, j'ai vraiment tenté ce parallèle, très très osé, j'en conviens. Mais collectivement, c'est là, je trouve que le Barça donne une leçon. Et que le Real affiche un visage qu'on ne comprend pas trop, en fait. Je ne comprends pas trop. Camavinga, moi, parfois, je le trouve bon. Et dès que le niveau est vraiment élevé techniquement, d'un coup, je le trouve beaucoup plus quelconque. Ouais, Oui, je peux me aujourd'hui, il est pas permettre dans juste, son match, c'est sûr. ouais, il y a juste un point sur le milieu, c'est que je pense que Ancelotti a un peu tué son milieu de terrain. C'est-à-dire que évidemment, il a tenté. Est-ce qu'il a le choix? Mais est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix politique? Parce que finalement, tu as Bellingham, Vinicius et Mbappé sur le terrain. Et après, effectivement, si tu fais pas cette compo-là, tu dois faire des choix qui sont plus compliqués. Ah, mais le choix, je trouve que Rodrigo qui paye. Hein. je trouve que Camavinga est victime plus de choix tactiques d'Ancelotti que de sa mauvaise performance. C'est difficile d'exister contre le Barça qui a 3 dans ce secteur de jeu. Je pense que la bataille a été perdue là, alors que le Real a ouvert le score. Donc toi, c'était pas un problème ni d'envie ni psychologique. Je pense que ça n'était qu'une question de temps et le Barça après a roulé sur le Real parce que la bataille du milieu a été gagnée par le Barça. Et Daniel, tu demandes s'il a le choix au milieu de terrain, mais quand même, il faut remettre les choses en perspective. Évidemment, Toni Kroos n'est plus là, mais tu regardes l'effectif au milieu de terrain du Real Madrid. Tu as quand même, on va compter Bellingham dedans. Bellingham, Camavinga, Valverde, je mets Tchouaméni aussi dedans, Luka Modric, Ceballos qui est quand même très copain avec le ballon. C'est pas normal de ne pas réussir à faire mieux oui, quand sauf même que ce qu'on voit au Real raison, Madrid. Comment il équilibre l'équipe? Non mais attends, il n'y a pas que ça. Ah bah ça, avant toute chose, tu peux de cette liste mettre des bémols. Tchouaméni, pourquoi on le descend? Parce que déjà au milieu, il y a des questions qui se posent sur lui. Bien Deux, sûr. Modric, bon bah là pour d'autres raisons, il y a des questions de rythme et de fin de carrière et bref de roulement de rotation qui se posent sur lui. Donc tu réduis vite ta liste hein, quand même par rapport à un milieu compétitif. C'est sûr que c'est inférieur à ce qu'ils avaient il y a quelques années et encore il y a un bah, deux ans c'est avec même Toni pas Kroos. que c'est inférieur quoi. On est à des Oui, années-lumière. Non, le seul truc à faire sur un gros match, c'est pas des mauvais joueurs de football quand même. c'est de Daniel. tenter Bellingham, Vinicius et Mbappé, donc de pas mettre Rodrigo qui va payer le pauvre. Mais dans ces cas-là, il faut trouver un autre milieu à mettre et c'est à ça que va ressembler l'équipe. Sauf qu'en faisant ça, tu sais jamais réellement où mettre Bellingham. Donc en fait, on se retrouve de toute façon face à quelque chose qui est, bah oui, un peu de politique, comme disait Flo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pris Mbappé et que tu as Vinicius en même temps, déjà tu auras un souci parce que les deux défendent peu, et tu auras un souci de positionnement de l'un et de l'autre, sans parler qu'il faut dire la vérité, Vinicius, très honnêtement, ok, depuis le début de la saison, parce que c'est un gars qui est au-dessus, il a fait une poignée de bons matchs, mais franchement... moi, ses performances sont nettement en baisse cette année à Vinicius. Je ne sais pas si tu es d'accord, Edgar, mais il est vraiment en dessous. Ces dernières semaines, honnêtement, c'est difficile de parler de football quand on parle de Vinicius parce que ses mais performances. Vinicius, il est en train de s'enfermer dans autre chose depuis cette année. Moi, Vinicius, je le trouve absolument insupportable dans à peu près tout ce qu'il fait. Maintenant, je reconnais des qualités qui sont extraordinaires, mais quand il est bon, mais là, pour moi, il est en train de se perdre. Il est en train je sais pas, il vise autre chose. Il n'y a pas un match où il pète pas un plomb. Je sais pas. On est peut-être sur aussi le premier grand match de la saison où il n'y a pas grand-chose à reprocher à Mbappé. Ça, c'est vrai. Ah, mais il fait un très bon match. Mbappé fait un très bon match. Ouais. Et sincèrement, il se blesse, on va rappeler quand même, donc il met un but en solitaire à la 5e minute. Après, c'est lui qui provoque. Donc, après, il sort 5 minutes parce qu'il est touché à la cheville gauche. On a même cru qu'il allait sortir. Il joue, franchement, par moment presque sur une jambe parce qu'on le voyait poser son pied à moitié sur le sol, etc. Sur des accélérations. Il fait des choses, sincèrement, qu'on n'a pas vu depuis son arrivée au Real Madrid. J'aurais aimé voir son match complet sans être blessé ce soir parce que c'est lui qui provoque l'expulsion. En fin de match encore à la 90e, alors qu'il joue sur une jambe, il fait des accélérations, il met Koundé dans le vent, il fait un moment une roulette puis une talonnade pour Bellingham absolument magnifique. C'est vraiment très intéressant et c'est frustrant parce qu'en fait ses deux meilleurs matchs cette saison, j'ai presque envie de dire que c'est celui-là par moment et celui contre l'Atalanta où il se blesse aussi au bout d'une demi-heure. Donc moi je suis sûr que Vinicius est dans sa dernière année. Je pense que tout Madrid et Florentino Pérez en ont soupé de son caractère et que le Real va faire peut-être année de transition. Ils peuvent être champions, hein, tu me diras, ce qui ne sera pas du tout une transition. Mais en tout cas, dans l'effectif,
je vois un peu une année de transition et peut-être une sorte de Mais reconstruction ce de qui pas est mal vrai, de choses. c'est que le paradoxe de ce résultat, c'est que c'est peut-être le soir où Mbappé te prouve qu'il a retrouvé notamment ses jambes. Ouais. Parce que ce qu'il fait sur le premier but, même ce qu'il fait sur le premier but, alors que ça n'est qu'à la 5e minute, déjà, c'est des choses que dans le rythme, et même alors qu'il est sur les défenseurs, où il n'arrivait plus à faire la différence, où il a refait la différence, il a remis même Là, une ça sorte fait de un balle ou deux piquée matchs pour quand finir. il court, t'as l'impression que Là, tu le revois courir. Tu retrouves un peu ça. Après, Voilà. sur Mbappé, c'est une chose, mais sur l'équilibre général, effectivement, on sent qu'il y a un souci à Madrid. Il faut dire quand même que de l'autre côté, on parle beaucoup de Yamal, on connaît Lewandowski. Il y a des joueurs comme Koundé qui font des saisons maintenant énormes, mais il y a Rafinha. Rafinha, oui. Rafinha est exceptionnel. Depuis le temps que je dis que c'est le meilleur joueur du monde. Franchement, là, oui, par rapport à Quand Mbappé, c'est pas là, Mbappé, plus tu veux d'accord. dire. Ouais. Parce que des fois, tu nous vends Mbappé. Non, mais Rafinha, il est vraiment stratosphérique. je sais pas, Ouais. c'est pas top 3, top 5, j'en sais Donc, rien. si top tu veux- 5, oui, avec Ouais. Salah en ce moment, Si tu avec veux, ce genre de t'as mec-là, une il est culture. fou en ce moment. Tactiquement, tu as le milieu, ok, on l'a dit, on a expliqué tout ça, mais après, tu as aussi individuellement, tu as quand même un truc de fou avec un des meilleurs neufs d'Europe, du monde, Lewandowski, qu'on connaît par cœur, Yamal, ok, Rafinha, qui a eu des périodes particulières, un peu différentes dans sa carrière récente, et qui là est dans la forme de sa Pareil que vie. ce gars-là, alors j'ai pas de souvenir, il paraît que ce mec-là joue à Rennes. Bien sûr. Mais Pardon, je plaisante. Dembélé aussi. C'est vrai qu'il y a eu du beau monde. C'est vrai. Ouais. 19 buts, 9 passes, Rafinha cette saison. Correct. Ouais, c'est absolument dingue. Et surtout Ce dans gars-là est devenu capitaine, surtout du. Ouais, c'est ça. club, C'est-à-dire quoi. qu'il a pris une dimension, même au Brésil d'ailleurs, mais avec le Barça, qu'on ne s'attendait pas à lui voir prendre. Donc il se trouve qu'ils ont une sorte d'alignement des planètes. Et Flick qui prend son trophée. En fait, tu vois, on a l'impression que c'est une année de dingue à laquelle on ne s'attendait pas quand même à ce point. Edgar, est-ce qu'il y a mal bon, son égalisation, c'est classe internationale. Mais est-ce que malgré tout, par ailleurs, il est réellement en grande forme en ce moment? En grande forme, non, parce qu'il pas revenait vraiment de le cas, quand blessure. même. Il revenait de blessure, Ouais. donc il a raté Ouais. quelques matchs. Mais voilà, il a marqué en demi-finale. Là, ce soir, je trouve qu'il fait un très bon match, même s'il est obligé de Là, sortir vraiment, après c'est. à la 59e parce qu'il paye notamment le carton rouge de Chesney. Mais franchement, pour un joueur qui revient de blessure, c'est impressionnant, surtout à 17 ans. Et ce qui me plaît beaucoup chez Lamine Yamal, et ce que tout le monde commence à L'assurance remarquer, dans c'est que- l'égalisation, non, alors mais qu'il peut dans décaler les grands s'il matchs. veut le ballon et tout. Il dribble, il place, la frappe, elle est millimétrée. mais le gars est Surtout là dans sur les grands matchs, Courtois quoi. qui fait 2,50 m, la mettre aussi proche du poteau, aussi parfaite. Quelle classe, quelle classe. Ouais, et ce qui est vraiment convaincant et qui rejoint pour moi Lamine Yamal et Rafinha, c'est que ce sont des joueurs, tu as l'impression, qui font la plupart du temps les bons choix dans les bons moments sur les Absolument. phases offensives. Et c'était déjà le constat qu'on pouvait faire face au Real lors du match en Liga et sur la majorité de la phase aller et pas sur les derniers mois parce que c'était un petit peu plus compliqué et notamment parce qu'il n'y avait pas Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal à 17 ans, il fait les bons choix dans des moments charnières quand son équipe est menée 1-0 en finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. C'est quand même pas rien et c'est pas n'importe qui en face et c'est pas à n'importe quel moment. Je rappelle qu'il y avait toute une tripotée de PSX, les plus actifs et les plus insultants des réseaux, qui cet été disaient que Yamal, le PSG n'en avait pas besoin parce qu'ils avaient Barcola. Dans un instant, Ces Mounir gens-là- et ces Léo, gens-là 32-16. existent parmi les supporters du PSG. Ces Et gens-là c'est vrai- existent. c'est On vrai que- continue le débat autour de c'est ce que dans match l'analyse, de Supercoupe On a d'Espagne qui était assez dingue. peu dit que le Barça a joué à 10 dès la 56e. Oui, c'est vrai. Je dis, s'il joue à 11 contre 11, ça peut faire, ça, c'est pas vu. une belle valise en croco. Tiens, Léo est là, supporter du Real, justement. Salut Léo. Salut, Léo. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Florent. Sur Direct Studio, il y a pas mal de supporters du Real qui nous disent notre principal problème, c'est la défense. À part Rudiger, il n'y a plus personne. Ouais, c'est pas faux, hein, honnêtement. Moi, je suis plus d'accord déjà avec Edgar qui disait que le coupable à pointer du doigt, c'était bien Ancelotti. Il est à la rue tactiquement à chaque fois que le Real affronte une grosse équipe. Bilbao, Liverpool, le Barça 2 fois. Là, encore plus que lors du match en championnat, j'ai l'impression. Et oui, c'est sûr. Et si défensivement, au-delà de la façon dont il aborde tactiquement, il n'y avait pas également une limite des joueurs dans ces matchs-là, si, dans les matchs si, dont si. tu parles? Défensivement, il y a une limite qui est. Et c'est qui est pour ça vraiment que je disais notable. qu'on est peut-être dans une transition d'effectifs, je précisais. Ouais, c'est pas faux. Déjà, défensivement, il y a des joueurs, c'est plus possible. Lucas Vazquez, honnêtement, je pense que c'est l'année de trop. Il dépannait bien en remplaçant de Carvajal en défenseur droit, mais là, c'est plus possible. Mais Il a Alaba, il marqué en est où complet. au fond, Alaba? Il en est où? Alaba, il est blessé depuis 1 an. Ah, il je va sais, revenir, mais là, il a était repris sur le banc l'entraînement. quand même. Ouais, il est de a retour, repris mais il n'est pas encore à l'entraînement, il est sur le 100%. banc.
Ouais, c'est ça. Il reviendra sûrement dans 1 ou 2 semaines, je pense, commencer un peu à intégrer le 11. Après, il y a le sosie de Fabrice Hawkins qui est blessé également. Et aussi Tchouaméni. Moi, je voudrais Militao, on parle de Militao. Oui, parce que Militao. Tchouaméni, c'est plus possible. Honnêtement, moi, je comprends pas. Il a été recruté quand même 100 millions d'euros. Ancelotti, il a mis 2 ans et demi à comprendre qu'au milieu de terrain, il sert à rien. Honnêtement, il sert pas à grand-chose. C'est yaourt nature, c'est que des passes vers l'arrière, c'est que des passes latérales. Ah, on parle d'un titulaire en équipe de France. Hein. On parle d'un titulaire en équipe de France, mais avec le Real Madrid. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Et quand il redescend en défense centrale, c'est quand même un signe que ça va pas dans le milieu. Et surtout, c'est qu'il joue défenseur central à la place d'un jeune, Raúl Asensio, qui a quand même montré à plusieurs reprises, depuis qu'il a été intégré dans le groupe, qu'il avait totalement sa place pour jouer des grands matchs. Mais là tu es typiquement dans le problème de la construction d'effectifs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a évoqué l'aspect politique. C'est-à-dire que devant, évidemment, il y a un aspect politique parce qu'il y a Vinicius Mbappé et Bellingham, si on part milieu ou devant. Tu as la même chose derrière. Regarde Tchouaméni, tu le déclasses du milieu à défense. Après, il faut qu'il le déclasse défense, bande touche. Je suis totalement d'accord avec ton analyse. Mais on est dans les limites on va dire de la constitution des effectifs galactiques. Après, tu vois, quand tu regardes le milieu du Barça, t'as pas des stars, enfin entre guillemets, estampillées comme telles ou recrutées à prix d'or. C'est là où la claque, elle est surtout là, je trouve, pour Ancelotti. Elle est que lui se dépatouille avec un effectif d'abord en partie vieillissant. Donc là, c'était l'histoire du milieu de terrain, Kroos, Modric, qui partait. Et derrière, il se dépatouille avec, on va dire, des transferts énormes, mais un manque d'équilibre dans son équipe. Donc oui, effectivement, je pense qu'il s'est trompé ce soir sur le milieu de terrain, mais plus généralement, il va être emmerdé toute la saison avec cet effectif-là, jusqu'à ce qu'un Vinicius parte ou autre la saison prochaine, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est hyper compliqué. Mais quelque part, c'est un peu une revanche du foot, je trouve aussi. Parce que cette équipe du Barça, avec ses jeunes, avec Yamal et avec ce milieu de terrain notamment... Oui, parce c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais on avait un niveau de jeu là ce soir. T'as un niveau, c'est magnifique. Le foot, il est quand même... Attention quand même, le Barça, il y a 2-3 matchs, mettez pas un pied dans l'autre et on a eu beaucoup de difficultés. Mais à la limite, sortons du résultat, comme dit Gilbert. Regardons ce qu'ils produisent. L'idée est avec qui ils le font, avec des joueurs de quel âge, comment, avec quel entraîneur qui a pris les manettes comme ça. C'est là que tu te dis que l'histoire d'un club, c'est bien le côté institution. Le Real, c'est une institution. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais l'institution dans le jeu. Il y a parfois des moments où il faut renouveler, où l'équipe est en transition, ça arrive. Le Real a connu ça. Liverpool a connu ça. Mais la tradition, tous les grands clubs je veux te dire, c'est que tu gardes avec le Barça cette tradition du jeu qui fait que même plus avec les plus jeunes, du jeu, mais ils ont eu des saisons avec des difficultés. Ah oui, ça sur les résultats, oui. Mais là, ce soir, ce qui me frappe surtout, moi, c'est pas tant le résultat, parce que je te dis, ils ont été très efficaces dans la surface. Ça peut être considéré comme sévère, même s'ils ont dominé. Et ils ont été réduits à 10, il faut le rappeler quand même. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est le jeu. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde les matchs. Vous parlez de la Ligue 1. Peu importe, moi, qu'il y ait des petites ou des grandes équipes. Regarde ce qu'a fait Saint-Etienne pendant un quart d'heure. Au moins, j'ai dit, c'est bien, parce qu'au moins, ils sont venus tenter, alors qu'il y a plein de coachs qui nous en ont mis plein la vue, Monaco et compagnie, et qui n'ont rien fait contre le PSG. Donc, si tu veux, tu essaies de te contenter de ce que tu peux, mais en tout cas, tu veux voir des choses, des intentions, des joueurs qui créent et qui font quelque chose. Tu vois, et là, tu regardes Barça-Real, tu te dis première chose, tu dis Barça, j'ai envie de les voir jouer. Et même quand ils perdent, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tu t'es diverti par les matchs du Barça. Léo, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Salut Léo. On a Mounir qui veut parler de Mbappé. Salut Mounir. Bonjour à tous, comment allez-vous? Salut. Ça va? Salut. Ouais, pas trop, mais bon. Ah, t'es supporter de Real toi aussi? Ouais, c'est ça. Bon, alors là, on a fait les considérations un peu générales. Parlons de Mbappé. Comme nous, tu l'as trouvé bon? Ouais, Mbappé m'a rassuré. De toute façon, ça confirme un petit peu la tendance dans laquelle il était ces 3-4 derniers matchs. Il montait un petit peu en puissance. Et après, comme je le disais, on en parlait avec Lionel et avec Kevin Diaz il y a à peine un mois. Il faut vraiment qu'il garde ce rôle de jouer en rupture, partir. On dirait qu'il a retenu la leçon du fameux match où il avait fait 9 hors-jeu. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus sharp sur cet aspect. Et il partait à chaque fois la ligne. C'était contre le Barça, justement. Il faut qu'il fasse des appels, faut qu'il soit en mouvement, il faut qu'il soit en pleine course. Et sous cette condition, je pense qu'il y a moyen d'intégrer Mbappé dans un quatuor qui fonctionne. Parce que et ça montre également, excuse-moi, juste te redonne la parole, ça montre également qu'on peut avoir un bon Mbappé dans l'axe.
C'est possible. Mais bien faut sûr. jouer de manière très verticale, il faut jouer en rupture. Parce que le problème, c'est que en arrivant au Real, il a éteint à la fois Vinicius, à la fois Rodrigo et à la fois Bellingham. Mais c'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, on l'a fait venir, il était content. Bon, bref. Mais maintenant, il faut trouver une organisation qui fonctionne. Et cette organisation qui fonctionne, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec Daniel quand il dit que Vinicius est mauvais, oui. Non, mais au minimum, l'organisation, elle fonctionne avec un milieu de terrain supplémentaire, mais qui soit un vrai milieu de terrain capable de faire du jeu. Alors, tu pourras retourner le problème dans tous les sens. Quand tu as eu Modric, Kroos, je dis pas qu'il faut avoir les deux mêmes parce que c'était stratosphérique d'avoir ces deux-là, mais il faut au moins que tu en aies un de ce niveau-là. Il faut un mec au milieu qui soit capable de faire du jeu, d'orienter. Et là, tu n'en as pas. Là, tu n'en as pas. Tu as des mecs, tu as des bons joueurs au milieu au Real, mais tu n'as pas un mec. Ou alors, il faut que Bellingham. Mais le problème de Bellingham, c'est qu'on n'arrive pas réellement à comprendre dans quel rôle il s'épanouit vraiment. Non, mais Daniel, c'est un 9,5. C'est devenu un 9,5. Et en fait, on a mis que des mecs au milieu de terrain, que ce soit Valverde ou Tchouaméni, qui sont bons que lorsqu'ils sont accompagnés de tauliers. Et dans un match comme ça, les mettre les deux au milieu de terrain, en espèce de double pivot avec Bellingham qui joue quasiment en 9,5, mais c'est pas possible, c'est du suicide. Donc, responsabilité d'Ancelotti à au moins 70% sur ce match. Et le seul joueur à vocation défensive de l'effectif, mais c'est Rudiger. Parce que Lucas Vazquez, c'est un ailier droit qu'on a reconverti parce qu'on n'avait pas le choix. Fernand Mendy, on connaît ses lacunes défensives. Et Tchouaméni, c'est un 6-8. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est jouer avec Asensio en défense centrale et Tchouaméni en 8 pour essayer de protéger un petit peu la défense et d'essayer d'avoir... et encore Tchouaméni aussi, lui aussi, il pose problème. Bah oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas le remonter au milieu alors qu'au milieu il pose problème, il fait pas une passe vers l'avant. Donc ouais, mais c'est quand même mieux qu'en défense centrale, Flo. Franchement, là en défense centrale, c'est pas possible. Rafinha, tu voyais tout de suite dans son body language qu'il allait challenger Tchouaméni et que c'était un petit peu le mec à aller faire. Non, mais ce qui est dingue ce soir, c'est que ce qui est le plus terrible, là où tu as raison, défensivement, c'est clairement impossible de jouer, d'avoir une défense comme ça pour un club de ce standing. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir, c'est pour ça que, pour revenir à ce que tu disais sur Mbappé, c'est vraiment le point positif, parce que ce soir, c'est lui qui était à l'égal des joueurs d'en face. C'est-à-dire que dans ce qu'il a pu faire, y compris dans cette talonnade qu'il fait dans la surface, tu sais, où il fait une passe D après avoir déjà éliminé, où il a recommencé à éliminer côté en rentrant, il a failli marquer manchette de Courtois. Enfin, il y a beaucoup de volume, beaucoup de courses, beaucoup de volume, et aussi du jeu collectif. C'est-à-dire que ce que je préfère par rapport à ce qu'il faisait quand il s'enferrait un peu dans cette mauvaise période qu'il a connue, c'est que il le fait sans pour autant faire tout pour lui-même et pour sa gueule. Il le fait aussi pour les autres. Je pense qu'effectivement, c'est difficile de se dire ça après une défaite 2-5 contre le Barça, mais c'est peut-être un moment charnière pour lui, y compris par rapport à ses coéquipiers. Et Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse après le match qu'il n'allait retenir que le match de Kylian Mbappé et que le reste était à jeter. Mais il a dit lui-même publiquement que Kylian Mbappé était au-dessus du lot ce soir. Bon. Non, mais il a raison. Après, oui, Mbappé, après, il faut qu'il arrête de décrocher et de vouloir porter la balle. Il s'était un petit peu neymarisé sur sa fin de période. Oui, mais là, c'est peut-être en décrochant qu'il n'est pas 9 fois hors jeu aussi ce soir. Tu vois, et tu sais que c'est comme ça qu'il prend de la vitesse et qu'il est fort. Et c'est lui qui gagne le plus de duels du match. Non plus. Au Real, il y a quand même la capacité, il y a quand même les joueurs pour faire ça. Lui, je lui dirais franchement, juste fais des appels, mets le pied et tu les auras tes 20-25 buts. Et on se rappellera de toi comme quelqu'un qui a performé. Mais pour l'instant, franchement, je pense qu'il commence à comprendre. Je l'ai vu faire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait des efforts défensifs. Oui, mais alors ça reste encore. Pas vu faire ça depuis le début. Alors, il le fait. Il le fait. Et on malgré tout, de 5-2, il y a quelques enseignements et il y a du positif. Non, et tu as raison, il l'a fait, il le fait. Et on avait dit qu'en arrivant au Real, il serait obligé de le faire. Et c'est très bien. Mais c'est quand même peut-être encore sur ce point-là que sur les efforts défensifs, il aura des progrès ou pas. Mais quand tu as Vinicius et Mbappé qui, des fois, lâchent un petit peu cet aspect-là du jeu de pressing, voilà, c'est pas là encore où il est au top, mais c'est vrai qu'on l'a vu faire. Alors donc, pour finir, le délire des 8 titres, Edgar du Real, c'est mort. Oui, 7 titres, oui. Et c'était 7, pardon. Et par ailleurs, l'Atlético a gagné en championnat aujourd'hui, donc maintenant, c'est l'Atlético qui est leader. Donc, vraiment... oui. Voilà. L'Atlético 44 points, le Real 43 points et le Barça 38 points. Mine de rien, ils ont 5 points de retard sur le Real alors qu'ils avaient marché sur quasiment toute la phase allée, mais voilà, ils ont eu ce trou d'air. Donc le Real peut encore largement être champion.
Et l'Atlético de Madrid qui a gagné son 14e match d'affilée, c'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Merci Mounir. Merci Mounir. les amis, bonne Et soirée. n'empêche au Salut. passage, Salut. la déclat d'Ancelotti là, de parler, elle est dingue. Hein. De quoi de... Une déclat individuelle, tout est acheté sauf Mbappé. Par Mbappé, C'est une déclat qui est capitale pour Mbappé. C'est une déclat assez rare de la part d'un coach à ce point. On sait que les coachs n'aiment pas trop sortir des cas Je individuels. vous dis qu'il y a un ras-le-bol avec Vinicius. Son comportement gaffe tout le monde en Espagne. Je sais pas, Edgar, ce que t'en penses. Mais moi, je sais que Florentino Pérez, il en peut plus. Ça le saoule. Il déteste que des mecs du Real se comportent comme ça. Le fameux tradition, Maison Blanche et tout. On n'aime pas avoir ce genre de mec-là au Real. Ça commence à faire beaucoup en ce moment. Après, le truc avec Vinicius, c'est qu'il a une cote de popularité tellement dingue auprès de tous les supporters par rapport à son histoire, par rapport à ses galères du début, le truc avec Benzema, son combat évidemment contre le racisme qu'il a beaucoup subi en Espagne. Il a une cote de popularité tellement dingue qu'on lui pardonne des choses dans son comportement qu'on pardonnerait pas à d'autres joueurs, clairement. Maintenant, est-ce que cette cote-là, elle va rester à vie? Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours, je pense, le chouchou d'une grande partie du public madrilène à Bernabéu. Merci Edgar. Merci messieurs, j'étais très content de débuter l'after comme ça. Ah bah oui, c'est historique. C'est historique. C'est historique. On a parlé donc d'un match européen avant la Ligue 1 dimanche soir.